Donc, les huiles naturelles aussi sont des lipides non saturés. Et ce sont les lipides dont nous avons besoin pour notre alimentation. Certes, on continue par manger des viandes qui contiennent de la graisse, mais à quelle proportion? Il faut savoir à quelle proportion il faut consommer cela. Il faut aussi un apport en légumes et fruits. Et ça, il faut au moins 400 grammes de légumes et fruits. Et ça veut dire, s'il faut quantifier cela, ça veut dire qu'il faut avoir au moins 5 portions par jour d'un aliment qui contient soit des légumes, soit des fruits. Donc, voilà. Et bon, pour continuer, le sel, je crois que c'est la partie même qui dérange le plus. Aujourd'hui, presque tout ce que nous consommons contient d'une manière ou d'une autre un peu de sel. Et cela, je crois que c'est ça qui aggrave les causes de pathologies ici, surtout dans les pays développés. Les pathologies cardiaques, là, c'est toujours relié à la consommation de sel. Et donc, nous avons simplement besoin de 5 grammes de sel. 5 grammes de sel à jour, pas plus. Bon, je veux poser une question. C'est tellement difficile de mesurer la quantité de sel dans un repas déjà. Peut-être quand toi-même tu prépares, tu fais la cuisine, peut-être tu peux mesurer. Mais si les aliments, par exemple les végétaux, il y a un peu de sel. Voilà, un peu de sel. Je ne sais pas si les poissons et autres, mais je sais que les végétaux, il y a du sel. Mais comment savoir que la quantité. Vraiment, c'est. Voilà la raison pour laquelle quand on est arrivé là-bas, j'ai dit que c'est là-bas, mais c'est très très difficile. Parce que tu peux aller jusqu'au commander quelque chose que tu ne t'imagines pas avoir une certaine quantité de sel dedans. Tu prends, tu consommes. Et tu vas à la maison aussi, tu prépares ta nourriture, tu ajoutes encore du sel. Donc jusqu'à la fin de la journée, tu seras en train d'accumuler beaucoup de sel. Et c'est très difficile, comme on vient de le dire, de quantifier cela. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux voir à l'œil ou dire que non, ok, j'ai une telle machine que je vais quantifier quelle quantité de sel il y a dedans, ou bien une application qui va te détecter combien, voilà. Même si tu lis sur les choses, ce qui est sur les industries, là, ils mentent toujours. C'est-à-dire ce qu'ils mettent sur les étiquettes ne sont pas fiers. Donc moi, le conseil que je vais donner, du moins quand nous-mêmes nous préparons, c'est là qu'on peut contrôler quelle quantité de sel nous pouvons consommer. Donc, quand nous-mêmes nous préparons, apprenons ou bien essayons de nous discipliner au point que nous savons que nous avons seulement besoin de telle quantité de sel dans notre nourriture. Ou même, vous pouvez juste préparer et quand vous serez à la table, vous ajoutez juste un peu de sel à votre volonté. Voilà. Et le dernier, ou bien l'avant-dernier point, nous avons aussi besoin de 20 à 30% d'eau. Et la plupart du temps, on a déjà de l'eau dans les légumes, on a déjà de l'eau dans les fruits et tout ça. Mais aussi, il faut que nous buvions de l'eau. Et selon les données, il nous faut au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. C'est-à-dire qu'un être humain doit boire 1,5 à 2. Et je sais que c'est très difficile de boire cette quantité d'eau-là, mais c'est l'idéal. Maintenant, quand on dit de boire de l'eau, ce n'est pas seulement de l'eau simple, on peut coupler avec des jus, mais des jus qui ne sont pas, par exemple, les sodas. Si nous prenons le cas des sodas, quand vous buvez, ou bien quand nous buvons des sodas, les sodas sont faits d'une manière que plus tu bois, plus tu as soif, plus tu as envie de boire. Et ça s'explique.
ce sont des sucres qui sont saturés. Ok? Et c'est-à-dire la réaction chimique qui s'établit entre les glucides, les sucres que nous avons ingérés, déjà ce que ça se transforme, deviennent des dépôts, c'est-à-dire de réserves d'énergie dans notre corps, ça attire beaucoup d'eau. Parce que chaque réaction chimique entre le sucre pour les produits finis ont besoin, c'est-à-dire chaque réaction a besoin de l'eau. Donc ça absorbe l'eau de ton corps. Donc du coup, si tu ne bois pas de l'eau, tu seras surpris que tu vas même tomber. Et je vais vous donner un exemple. Au boulot, quand nous on fait notre activité physique, mes collègues, bon, la plupart des gens ici, eux, ils aiment les énergies drinks là. Ils vont dans les énergies drinks là, ils vont prendre. Pourquoi? Pour avoir de l'énergie. Alors qu'au contraire, quand vous allez commencer l'activité physique, ils seront les premiers à tomber. Tout simplement parce que leur énergie drink là a encore dû, voilà, absorber toute leur eau et ils n'ont plus d'eau. Et facilement, ils vont tomber. Donc chez vous, il y a des cas comme ça où des militaires tombent comme ça. Il y en a beaucoup même. Oui. Donc, il faut coupler la consommation d'eau avec les jus pour pouvoir supplémenter. Et pour finir avec une alimentation saine et équilibrée, il faut avoir une bonne santé mentale. Et pour cela, il faut avoir des pensées positives. Il faut avoir des pensées qui nous boostent vers le positif, vers ce qui peut nous aider au lieu de se focaliser sur ce qui est négatif. Alors, quels sont les aliments clés pour maintenir une vie active? Là, je suis en train d'introduire un peu le sport dedans pour maintenir une activité physique. La toute première catégorie, ce sont les protéines. Ce sont les protéines. Et ces protéines, on peut les trouver dans la viande, les différentes viandes que nous avons, que ce soit du bœuf, du poulet, ainsi de suite. Et puis nous pouvons les trouver aussi dans les poissons, on peut les retrouver aussi dans les légumineuses. Les légumineuses, c'est comme le haricot, tout ça, ce sont des aliments qui contiennent des protéines. Alors pourquoi on a besoin des protéines? Les protéines contribuent à la croissance de la masse musculaire. Les fibres, plus il y a des fibres dans les protéines, donc ces fibres sont vraiment nécessaires dans la croissance de la masse musculaire. C'est ça qui fait que la plupart des gens qui vont au gym juste pour se développer, pour avoir une musculature, avant même d'y aller, ils prennent de la protéine. C'est-à-dire en poudre, ils mettent dans l'eau, ils boivent ça pendant peut-être 10, 15, 30 minutes avant d'aller pour pouvoir faire le sport. Donc ça permet la croissance, c'est-à-dire l'augmentation des muscles. Ensuite, les glucides. Les glucides, on peut les trouver dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales, ainsi de suite. Et bon, qu'est-ce que les glucides nous apportent? Les glucides boostent notre énergie. Et ça nous permet de maintenir cette énergie-là sur une longue durée. Donc, c'est comme ça contribue à notre endurance. En fait. Les lipides, on peut les trouver comme les lipides sains, comme le titre même le dit. On peut les trouver dans l'avocat, dans les noix et dans les huiles végétales. Et dans les huiles végétales, nous avons les huiles comme l'huile d'olive, les huiles d'arachide et ainsi de suite. Et qu'est-ce que les huiles nous apportent? Les huiles nous apportent également de l'énergie, mais en sous forme de réserve. Okay? Parce que quand nous consommons les huiles et que la digestion a lieu, toutes ces huiles-là sont transformées en un tissu adipeux qui sont conservés dans le foie. Et quand on fait par exemple un jeûne et on ne mange pas et on épuise l'énergie que nous avions, c'est-à-dire l'énergie, comment je veux dire, courante que nous avons, le corps va solliciter ces réserves-là pour pouvoir maintenir le corps
et c'est-à-dire dans toutes ses fonctionnalités. Donc voilà. Et l'hydratation. Comme je viens de le dire, l'eau est très très importante dans notre alimentation. Et pas l'eau seulement, il faut aussi coupler avec les jus, ainsi de suite. Il faut aussi ajouter que c'est l'huile et je dis l'huile, l'eau et les boissons dont je suis en train de parler doivent être isotoniques. C'est-à-dire, ça ne doit pas trop basique ou bien trop élevé et trop en dessous, c'est-à-dire acide. Il faut que la teneur des boissons que nous consommons soit à c'est-à-dire normale. Donc voilà. Alors la synchronisation entre le support et... Avant peut-être que tu abordes cela, je voulais quand même que peut-être tu nous éclaires là-dessus. Est-ce qu'il est, en tant que chrétien, nous savons que plusieurs parmi nous ont recours aux jeûnes. Est-ce que c'est bon pour la santé? Et à quelle proportion est-ce qu'il faut laisser son corps sans apport nutritif? Et cela pendant combien de temps ce serait tolérable? Ok. D'accord. Alors, le jeûne est très, très... C'est-à-dire, le jeûne fait partie des habitudes qu'il faut encourager dans le maintien d'une bonne santé. Parce que le jeûne te permet d'évacuer certaines déchets. Les données, un homme peut jeûner de 0 à 40 jours. À partir de 40 jours, c'est-à-dire à la 40e jour, et au 40e jour plutôt, c'est en ce moment que ton corps commence à c'est-à-dire les cellules commencent par se manger soi-même. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, la Bible nous parle de combien de jours Jésus a fait 40 jours, Moïse, tous ces grands hommes dans la Bible ont fait 40 jours. Donc pendant tout ce temps-là, le corps peut se maintenir, voilà, se priver de nourriture. Mais l'eau, tu ne peux pas maintenir cette durée-là. Et c'est-à-dire cette longue durée et en se privant de l'eau. C'est-à-dire tu peux faire un jeûne sec par rapport à la nourriture, mais boire seulement de l'eau ou bien des fusions. Sinon, le jeûne, c'est très, très... Et j'avais un collègue avec qui je partageais la chambre quand j'étais en formation. Il est vraiment en forme, quoi. Il m'a dit que lui, c'est vrai, il mange bien, mais chaque mois, il a au moins 4 à 5 jours qu'il prend, il ne mange rien. C'est-à-dire, toute la journée, seulement de l'eau qu'il va boire, et puis c'est fini. Et ça l'aide. Il dit qu'il tombe rarement malade. Tu peux revenir sur la boisson isotonique. Tu as dit c'était quoi la boisson isotonique? Isotonique, c'est-à-dire la teneur, que ce ne sont pas des boissons qui sont trop acides ni trop basiques. Et puis, bon, quand on parle d'isotonique, on met juste plus l'accent sur les sels minéraux qui sont dans l'eau ou bien dans ces boissons-là. Et vous le savez, nous avons besoin non seulement du sel et que nous consommons déjà, on a besoin du potassium, du magnésium, tout ça. Et tous ces sels-là nous aident à maintenir notre équilibre. Parce que quelqu'un même peut tomber, pas parce que la personne n'a pas mangé, mais parce que la personne a un déficit en sel. Donc, il y a ces cas aussi qui peuvent nous arriver. Donc, il faut savoir équilibrer non seulement la consommation seulement en eau et en sel, mais aussi dans ces sels minéraux. Les bouteilles d'eau que nous achetons communément, que ce soit Walmart, Samsung, comme ça, il y a différentes marques. Voilà, c'est genre de bouteilles, il y a différentes marques. Qu'est-ce que tu conseillerais par exemple? Parce qu'il y a différentes marques. Moi, il y a spring water et purified water. Donc, le spring water, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est un peu plus salé que le purified water.
Moi, mon corps ne supporte pas le spring roll. Moi, je me sens pas trop bien. Donc, j'ai l'impression qu'ils mettent plus de sodium dans le spring roll que le purified water. Donc, je préfère voir celui-là. Mais est-ce que je fais bien? C'est déjà, comme je l'ai dit là, déjà on a beaucoup de sel dans presque toutes les nourritures que nous consommons. Donc je crois qu'on n'a pas besoin de trop de sel dans les eaux que nous buvons. Donc moi personnellement, ce n'est pas... Quand je suis arrivé ici, premièrement, c'est cette marque de là que moi je buvais. Et après j'ai changé. Je prends une autre marque là, on n'a pas fait descendre ça. Quand vous goûtez ça, ça a un peu le goût de l'eau de la noix de coco. Voilà, donc c'est ce que moi je préfère. Et depuis là, c'est ce que je consomme. Donc je crois que... En termes de goût, par rapport à son goût ou bien par rapport à sa qualité. Excusez-moi. Moi, ce que je fais, l'eau qu'on consomme, en tout cas, il y a une marque qui va bien maintenant. J'ai toujours cherché, finalement, je suis tombé sur, je n'ai pas ça dans l'espace, il y en a dans la voiture, c'est sans sel. Et c'est un seul magasin qui vend ça. Et on se déplace, je me déplace en tout cas à une certaine distance. Voilà. Quel est le magasin qui vend? Et je crois que c'est LDL. Lidl. Ça, c'est sans sel. Donc, quand on va prendre, effectivement, quand tu bois, tu sens qu'il n'y a pas de sel. C'est vraiment, c'est comme l'eau de chez nous. C'est sans sel. C'est l'eau de la marque Lidl. C'est Lidl qui trouve. Non, c'est pas eux qui font ça. C'est chez Lidl qu'on peut trouver. C'est chez Lidl qu'on trouve ça. Je vais chercher le nom. Ou bien c'est l'esparle là. Non, c'est comme cela, mais c'est sans sel. Et il y en a aussi qui disent que la meilleure eau, c'est l'eau de robinet. Non. Ça c'est pire. Ça c'est l'eau de Javel. Ça, l'eau de robinet, on peut dire que le problème c'est l'endroit de traitement de ces eaux-là. C'est-à-dire tout le parcours que l'eau là va parcourir jusqu'à ce qu'elle nous parvienne à la maison là. C'est ça le problème. Et la plupart du temps, les tuyaux, les conduits là ne sont pas maintenus. Mais c'est le vin dont tu as parlé la Bible et le vin que nous connaissons. Ce n'est pas la même chose. Parce que dans le temps, c'était la vigne qui était fermentée de manière naturelle à obtenir le vin. Mais de nos jours, le processus, parce que je dis c'est devenu commercial. La manière dont c'est fait, c'est différent, n'est-ce pas, de la manière dont le vin est fait. Donc, l'erreur que nous faisons aujourd'hui, bon, moi par exemple, mon père était religieux, il était à risque, mais ils disent que la Bible dit de consommer le vin. Donc, c'était le vin qui était là, leur boisson. Mais, voilà. Mais en fait, il s'enivrait. Je me rappelle bien, il ne prenait pas toujours sur le vin, comme la Bible l'avait dit. Juste une petite portion. En fait, C'était toute la bouteille. Il disait ça. À l'époque, ils appelaient ça des mous, des trucs comme ça. Il y avait Valpier. il y avait le litre. Donc, enfin, c'est pour attirer l'attention de tout le monde par rapport à ça. Et même si tu veux prendre le vin, il faut t'assurer que c'est vraiment le vrai. Et puis il faut dire que le vrai vin, il coûte réellement cher. Quand je suis allé en Israël, tout le monde s'est précipité pour acheter des trucs, des souvenirs quoi, quand on devait rentrer. Et puis, sur les sites là, les gens vendent du vin. On dit ça c'est le vin d'Israël, hein, ça c'est le vrai vin là même. Donc moi aussi j'en ai acheté. Je suis arrivé à l'église chez nous. Et puis pour la Sainte Seine, je suis arrivé, j'ai dit au pasteur, il faut donner le vin d'Israël. Hein. Il dit mais ça c'est le vrai vin. Donc on a déposé ça à la Sainte Seine dimanche, tout le monde dit ancien envoyé le vin d'Israël. Hein. Sans goûter. Bon, moi je n'avais pas encore goûté. On a servi le vin là. On dit, c'est un vin pur. C'est quel vin? Ils ont trafiqué. Ou bien, on dit c'est vin d'Israël. Que c'est là-bas même l'original. Le vin dans la Bible, c'est ça qui est là.
Mais c'est pas pour les trucs. Hein? Le petit. Pour les petits. Non, je dis attention. Bon, enfin, c'est juste pour faire rire un peu, mais effectivement, le vin. Il faut savoir si c'est le vrai. Mais il faut dire que les gens sont un peu, quand même, à ce niveau, les opinions divergent. Tu vois. Un jour sur Facebook, j'ai vu un pasteur, un homme de Dieu, qui n'est pas, il ne sait pas dans notre pays, dans un autre pays, quoi. Il a fait une photo, il dit, ah, il y a l'évêque qui est venu lui rendre visite, en tout cas, ils sont à table. J'ai vu de ces bouteilles de vin déposées au milieu. J'ai dit, mais et ils se sont servis du vin là. J'ai dit, mais dis donc. Et ça, tu vas leur demander, tu vas dire, mais pourquoi tu bois comme ça le vin? On dit, mais qui t'a dit que je bois pour me saouler? Non, c'est discutable. Il y en a qui préfèrent ne même pas toucher. Il y en a d'autres qui savent que s'ils commencent, c'est pas bon. D'autres aussi disent non, le vin qu'on nous demande de boire là, c'est pas dans le contexte biblique, c'est pas ça qui est là. Donc il y en a qui préfèrent ne même pas toucher. Tu vois? Et il y en a aussi qui trouvent que, parce que moi quand je suis allé voir le médecin dans le temps, il m'a dit, il faut que tu boives un peu de vin, parce que j'étais toujours constipé. Toujours. Il m'a dit, monsieur, est-ce que vous buvez du vin? J'ai dit, moi, du vin, non, je ne bois pas. Il dit, si vous pouvez boire juste un peu, ça va vous faire du bien pour la digestion et tout ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais demander qu'il est recommandé, comment je peux dire, est-ce que l'alcool est recommandé pour le corps? Parce que quand tu as dit à inviter vis-à-vis l'oxyde de l'alcool, là ça veut dire l'alcool même en elle, le corps humain a besoin d'alcool. Ah oui, ça c'est une bonne question. Voilà. Le corps humain, c'est ce que j'aurais appris, que le corps humain a besoin d'alcool. Ah bon? Oui, oui. C'est ce que moi je Comme ça, c'est bien, il y a encore, ils sont en train de dire des choses ici. Si, le corps humain a besoin. C'est ce que j'aurais appris. Donc je voulais demander, c'est pour ça que quand il y a le pasteur qui est là aussi pour nous aider. Est-ce que le corps humain a besoin d'alcool? Ce que moi je veux dire dans le cadre de l'alcool, c'est que même dans la santé, ce qui est recommandé, c'est le verre. C'est-à-dire, tu veux prendre la bière, un verre, ça suffit. C'est largement suffisant. C'est le maximum. Le verre, un verre de bière, c'est le maximum. Par jour ou Pour par la semaine? journée. Pour la journée. Oh, la Bible dit que tu vois, le vin, c'est d'un rouge. Ça dit ça attire, en fait. Mais c'est comme un venin qui a. Non, je dis que c'est que les gens prennent le domaine médical pour mettre devant. C'est ça que je suis en train de dire, que même dans le domaine médical, Un seul verre. un seul verre, c'est le maximum pour la journée. Or, les gens font une bouteille entière. Ah, une bouteille entière dépasse un verre. Et je pense que c'est pour ça que la Bible nous prévient là-dessus. Voilà. La médecine te dit un verre, ça suffit. Mais tu ne peux pas contrôler. Voilà, Quand tu as commencé là, c'est ça. Il faut bien préciser que dans votre plat, vous ne voulez pas d'alcool. Oh. Parce que 90 ou 95% des restaurants utilisent le vin. Ok. Wow. Bon, ça va. Ouais. Tout ce qui était là. Point de jonction entre l'esprit, qui est le souffle de Dieu, et le corps. Et c'est dans l'âme que les sentiments sont logés. Et c'est à partir de l'âme que tout s'exprime, les émotions, les tempéraments, la personnalité même de l'individu. Donc, il est important que chacun puisse prendre conscience que les blessures peuvent arriver à tout moment. Mais c'est surtout à partir de l'enfance que ces blessures-là sont connues et qui agissent au fil des ans. Malheureusement, les conséquences sont désastreuses parce que la personne elle-même qui est blessée ne se rend pas compte. Voilà. Donc, une souffrance émotionnelle ou une blessure émotionnelle fait partie des conséquences d'une mauvaise expérience que vous avez vécue dans votre passé.
Généralement, cette douleur se construit lorsque vous êtes enfant et vous prenez conscience de son existence dans votre vie adulte. Donc, en fait, elles se manifestent pendant l'enfance et peuvent avoir des séquelles sur votre vie adulte, sur vos relations, etc. Il existe 5 blessures émotionnelles, à savoir la peur de l'abandon. Et il y a aussi le rejet, l'injustice, la trahison, l'humiliation. Mais nous allons aller pas à pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces blessures sont des blessures de l'enfance. Vous pouvez être blessé pendant le cours de votre vie, dans l'adolescence, dans la jeunesse, à l'âge adulte. Mais bien plus souvent, toutes ces blessures ont été créées pendant l'enfance. Et les scientifiques, les psychologues ont dit que c'est dès votre naissance jusqu'à l'âge de 7 ans que l'enfant expérimente cela. Donc l'enfant, même dans le sein de sa mère, peut recevoir des blessures internes, des blessures qui peuvent toucher à l'âme. Si les parents, souvent la maman, les sentiments qu'elle reçoit, si la maman a été abusée, si elle est triste, si elle a été choquée, les choses qu'elle a vécues, l'enfant peut le ressentir. Si l'enfant, dès son bas âge, a été rejeté, par exemple par la mère, la grossesse n'a pas été voulue, acceptée, le père a fait des histoires, a voulu avorter l'embryon et tout ça, et il y a eu des tracasseries, des discussions, l'enfant, il reçoit ces blessures. Donc c'est vraiment très profond parce que ça touche à l'âme. Voilà. Donc elles peuvent apparaître des séquelles, elles peuvent faire apparaître des séquelles dans votre quotidien d'adulte, tel qu'un trouble affectif ou un trouble de l'attachement. Vous allez voir des enfants qui sont attachés à leur mère. En tout cas, qui deviennent même, on les appelle des enfants à jupons, enfin jupons de, je ne sais pas, parce qu'ils sont tellement attachés à leurs parents qu'ils ne veulent même pas chose. Vous allez voir quelqu'un, un adulte, un homme, qui ne respire, qui ne vit, qui ne touche, qui ne mange que par sa maman. 1, 2, 3 maman. 1, 2, 3 maman. Là, ça peut être vice-versa. La femme, papa. Parce que ce vide-là, traumatique, doit être compensé quelque part. Sans ça, la personne ne se retrouve pas. Donc, par exemple, la douleur d'une blessure du passé peut vous faire ressentir des difficultés pour faire confiance aux autres et pour établir des relations saines et durables. Inconsciemment, il vous arrive de penser que personne ne vous traite bien et que le mal est partout. Et malheureusement, c'est cela. Maintenant, comment reconnaître une blessure émotionnelle ou blessure de l'âme? Donc, premier, la blessure d'abandon. Donc, il y a des signes. La blessure d'abandon est liée à l'absence d'un parent ou d'un proche qui fait ressentir à l'enfant un sentiment d'insécurité causé par un attachement perturbé. Même quand on laisse les enfants chez quelqu'un ou bien aux soins d'une autre personne, que soi-même, on laisse l'enfant pour aller au travail. À partir de là, même déjà, l'enfant commence à souffrir. Et si on n'essaie pas de rattraper cela, l'enfant, ça peut affecter le comportement de l'enfant. À plus forte raison, quand l'enfant est abandonné par un parent. Peut-être que la mère a abandonné l'enfant parce qu'il y a eu des problèmes entre papa et maman. La mère a laissé l'enfant, elle est partie se remarier et l'enfant est resté au soin de son papa. Ou bien c'est le père qui a rejeté l'enfant et c'est la mère seule qui a joué le rôle de père et de mère. Et ce vide-là aussi crée des traumatismes, des blessures internes. Malheureusement, une personne qui a été abandonnée va toujours penser à chaque instant qu'elle peut être abandonnée ou rejetée.
dans son âge adulte. Elle a ce sentiment de peur. Donc cela se manifeste par un manque de confiance en vous, car vous avez tendance à vous sous-estimer. Et comme je le disais tantôt, la personne ne peut pas savoir, elle ne peut pas faire de rapprochement entre ce qui s'est passé, ce qui s'est fait dans son passé et ce qu'elle vit aujourd'hui. La question des finances, c'est vrai, il y a beaucoup d'autres causes qui peuvent créer des conflits dans les familles, telles que la question des enfants, la question des enfants, les questions sexuelles, les questions de la gestion de la belle famille. Mais la gestion des finances vient en tête comme étant la cause principale des désaccords dans le foyer ou des divorces dans le foyer. Et donc, il est important pour nous, en tant que chrétiens, si nous voulons avoir un foyer solide, d'en parler et de voir comment nous pouvons, n'est-ce pas, nous accorder pour une bonne gestion. Comment définir, n'est-ce pas, une stratégie financière qui va pouvoir nous aider, n'est-ce pas, dans nos finances. Donc, l'un des secrets de la réussite dans le mariage, ou bien l'un des secrets, c'est l'accord, l'agreement, l'accord. Et dans tout ce que nous faisons, il faut avoir cet agreement. Il faut être en accord, que ce soit même le nombre d'enfants que nous devons faire, il faut être en accord. Et les dépenses que nous devons faire, il faut être en accord. Tout ce que nous devrons faire pour que notre foyer soit solide, il faut bien que nous soyons en accord. Parce que si nous ne sommes pas en accord, je vous assure qu'on va connaître beaucoup de difficultés. Quand nous sommes fiancés, quand est-ce que nous allons nous marier, il faut bien qu'on soit en accord. Ok. Donc, on va continuer. Bon, ça, ce sont des questions qu'il faut se poser même avant de rentrer dans le foyer. Même si on est dans le foyer, ce sont des questions qu'il faut se poser. Bon. Maintenant, qui va gérer les comptes? Qui va gérer les comptes? Tu penses que c'est monsieur ou c'est madame qui doit gérer? Oui. Non, c'est toi qui voulais parler. Non, c'est monsieur ou madame, selon vous, selon toi, en fait, toi, selon toi, c'est monsieur ou c'est madame qui doit gérer? Selon moi, c'est madame. Ok. Il a drôle sa tête. Maintenant, l'autre question aussi qu'il faut se poser, avant d'aller dans le foyer. Économe, en fait. Ok. Selon madame, voudrais-tu acheter une maison ou louer? Ou alors selon monsieur, parce que les points de vue sont souvent divergents. Il y a certaines personnes qui veulent s'acheter une maison, d'autres personnes pensent que louer c'est mieux. C'est pour ça qu'il faut toujours se poser ces questions. Mais de manière individuelle. Est-ce que, bon, je vais vous laisser, maman et soeur. Ton point de vue, c'est quoi? Louer mieux, bien acheter mieux. Si tu n'étais pas encore marié, que on te demandait, n'est-ce pas, cette étude que tu revois, qu'est-ce que tu allais choisir? Acheter ou louer? Si je n'étais pas encore mariée, Oui. louer. Bon, on est dans le mariage, même si ça revient, c'est pas grave. Dans le mariage, acheter. Oui, acheter. Ok. Qui d'autre? Ensuite, vous pouvez prévoir acheter un jour. Parce que être dans la location jusqu'à la fin de ces jours, ce n'est pas bon. Parce que Dieu même nous a donné la terre. Donc, mais pour un début, dans un milieu vraiment développé, par exemple, si c'est que on est à New York, par exemple, comme ça, on vient de se marier, pas d'enfants, le mieux c'est de louer et d'épargner. Et après peut-être 4 ans, 5 ans, vous pouvez
projeter payer votre propre maison. Ok. Donc ça, c'est... Il faut toujours échanger par rapport à ça avant même de s'engager dans le mariage, dans le foyer. Autre question, je vais parcourir maintenant les questions, je ne vais pas demander. Combien de fois veux-tu aller au dîner? Donc, monsieur se pose la question, madame se pose la question. Certainement que monsieur va vouloir aller au dîner une fois par mois, alors que madame voudra aller au dîner une fois chaque semaine. Donc, ah oui, il faut en discuter parce que cela, toutes ces questions en fait affectent le budget, affectent les finances. C'est pour cela qu'il faut se poser toutes ces questions. Et est-ce que vous allez établir un budget mensuel et annuel? Voudrais-tu utiliser des cartes de crédit ou emprunter pour ses besoins? C'est-à-dire pour ses besoins primaires, est-ce que tu vas utiliser une carte de crédit, mais tu vas emprunter de l'argent pour le faire? Voudrais-tu acheter un véhicule à crédit ou au comptant? Ça aussi, il faut que monsieur ait une idée, madame ait une idée, mais il faut toujours en discuter. Voudrais-tu payer, n'est-ce pas, tes dîmes et offrandes pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Là aussi, il faut en discuter avant d'aller dans le foyer, pour ne pas que ça pose problème après. Certaines personnes ne sont pas prêtes à faire cela, d'autres personnes. Donc, pour ne pas que ça crée des discussions, il faut toujours en discuter avant de rentrer dans le foyer. Vous-même étant dans le foyer, il faut toujours en parler. L'autre question, si vous avez des enfants, est-ce qu'une personne restera à la maison pour s'occuper des enfants? Si oui, c'est monsieur qui va s'occuper, qui va rester pour s'occuper des enfants, ou bien c'est madame. Bon, si on était en Afrique, j'allais dire que la question ne se posait pas. C'est automatiquement, on va dire que non, c'est madame qui va rester pour s'occuper des enfants. Mais nous sommes dans un autre contexte, une autre culture. Moi, quand je parle avec mes collègues, les collègues filles, les femmes, la plupart du temps, elles disent qu'il y a une qui se plaint beaucoup, elle a même divorcé parce qu'elle dit que son mari ne s'occupe pas bien des enfants. C'est elle qui va au travail, elle dit que ben, je vais travailler, puis quand il vient, il ne s'occupe pas bien des enfants et tout ça. Bon. Au début, ça a failli me choquer, mais après, je me suis resserré. Nous sommes dans une autre culture. Donc, comme nous sommes dans cette culture-là, ça doit se préparer. Qui va s'occuper des enfants? Qui va s'occuper des enfants si on a des enfants? Est-ce qu'on va forcer pour aller tous les deux travailler? Comment est-ce qu'on va s'organiser autour, n'est-ce pas, des enfants? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, quel pourcentage de nos revenus nous allons épargner? Puisqu'il faut épargner. Il faut épargner. Madame Coman parle beaucoup de business, mais l'épargne, c'est ce qui vient soutenir, enfin, c'est avec l'épargne, si on veut réussir dans le business, avec l'épargne qu'on investit. On appelle ça storage. Voilà, donc, il faut forcément faire des épargnes pour pouvoir investir. Parce que si tu ne veux pas faire les affaires sur le crédit, voilà, donc il faut absolument faire les épargnes. Donc, en tant que couple, quel pourcentage de nos revenus nous allons épargner et puis plus tard faire des investissements avec. Donc ça se discute. Oui, Patin. Oui. Je voudrais poser une question. Vous êtes, on n'a pas encore fini l'exposé. Me permet de comprendre. Vous voyez, ces questions que vous avez livrées, il faut dire qu'il faut les poser avant d'aller dans le mariage. Donc, ce sont des réponses statées, puisque j'ai l'impression que c'est des questions qui évoluent selon les contextes et puis selon les circonstances. Est-ce que c'est vrai qu'avant de se marier, on a dit, voilà, on va, ou bien quand on se marie, c'est toi qui vas t'occuper de l'enfant, voilà, pour la plupart de nous, nous sommes africains. Voilà, et puis le contexte a fait que nous nous retrouvons ici. Du coup, les réponses que peut-être on s'est données quand on se mariait en Afrique, les contextes, ça change. Ça change automatiquement.
Donc, comme vous dites, chaque fois qu'avant de prendre des réponses, on doit avoir ces réponses-là avant de se marier. Ça veut dire que ces réponses-là sont, je veux dire, statiques, c'est-à-dire on a arrêté que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Après, est-ce qu'après, si ça change, les circonstances changent, le partenaire ne va pas me dire que non, au début, on s'est dit que voilà ce qu'on va faire, donc voilà, il ne faut pas me dire ça. C'est vrai, c'est tout pour l'argent. L'argent, pour moi, je pense que c'est selon le income ou bien ce qu'on a que véritablement on peut planifier. Est-ce qu'on peut réellement planifier quelque chose sans réellement l'avoir? On va dire, bon, on va louer une maison ou bien on va acheter une maison. Mais si réellement ce qu'on a ne permet pas d'acheter ou bien ne permet pas de... Donc moi, je pensais que c'est quelque chose, c'est en évoluant que réellement on peut véritablement avoir une vision claire des choses. Oui, bon. C'est pas si voilà. Ok. Je voulais dire quelque chose, c'est que dans la vie, il faut qu'on ait toujours une vision. Quand on n'a pas de vision, on ne réalise rien. Donc, qu'on est ou qu'on n'est pas, déjà on est enfant de Dieu. Dieu nous a dit qu'il nous a déjà bénis. On peut dire qu'on peut avoir des visions sur la base de la foi. Mais déjà, il faut quand même avoir une vision. Qu'est-ce que tu voudrais devenir dans 5 ans? Qu'est-ce que tu voudrais devenir dans 10 ans? Qu'est-ce que tu voudrais devenir dans 20 ans? Par rapport à ça, tu planifies ta vie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la valeur, là qu'on appelle l'adaptabilité. Donc, quand on fait la planification, il faut avoir cet esprit d'adaptabilité-là pour t'adapter selon les événements et les situations qui vont se présenter devant toi. Il faut toujours planifier. Qu'il y a ou qu'il n'y ait pas. Non, c'est ce que moi j'ai. Merci pour ta réponse. C'est une très bonne question. Sinon, c'est ces questions-là, ces réponses-là sont faites des visions. Voilà. C'est ça, je voulais savoir si c'était statique, c'était quelque chose qu'on a arrêté. Voilà. Je comprends à quoi il en venait. C'était comme si, au final, à la fin, ce serait comme un contrat que vous signez. Voilà, on a dit. Voilà, c'est ça qui passe à l'exemple. En Afrique, là, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants, mais on arrive aux États-Unis, il y a une autre réalité. Il y a une autre réalité qui fait que les choses changent. Donc, il y a tout ça là. Sinon, effectivement, c'est un questionnaire, surtout pour ceux qui doivent se marier, mais ça s'applique aussi dans les mariages. Et quand on a fait l'éducation avec le docteur Amanoua, on a parlé de formation continue. Et je pense que c'est dans ce cadre que nous sommes. Certainement, il y a des choses qu'on a eu à faire par le passé, il y a des sujets que nous avons discutés avant de rentrer dans le mariage, mais on ne doit pas s'arrêter là. Il faut qu'on évolue chaque jour, qu'on s'adapte au réalité. Et comme elle a dit, c'est vrai que tu peux être dans une zone où la location est peut-être, les locations sont très élevées, alors que tu as la possibilité d'acheter. Tu ne vas pas rester dans la location de l'acheter. Donc, c'est des choses qui évoluent, c'est des choses qui s'adaptent. Mais il faut quand même cette base. De sorte qu'on ne soit pas surpris quand on rentre dans le foyer. Et quand on est dans le foyer, on évolue, mais au moins on s'est posé ces questions-là. Et ça va beaucoup mieux aider. Par exemple, une question qu'il faut se poser ici, bon, il vient de parler du taux de départ, et puis aussi, par exemple, comment est-ce qu'on va assister la belle famille? Ça, c'est très important. Comment est-ce qu'on va assister la belle famille? Parce qu'il ne s'agit pas de toujours d'aider, par exemple, la famille de la femme uniquement sans penser à la famille de l'autre. Mais comment est-ce que ça se fait? Si vous n'êtes pas d'accord, parce que vous n'êtes pas d'accord, il faut être d'accord. De sorte que, bon, mais si ce mois-ci, on assiste la famille A, le mois prochain, on va assister la famille B, et puis ainsi de suite. Ça peut être peut-être 2 fois dans le mois, mais ça se discute. C'est-à-dire qu'on est d'accord sur tout. On est d'accord sur tout. Quand on est d'accord sur tout, en tout cas, on réussit facilement. Donc, en fait,
c'est à cela qu'on veut amener, quoi. Maintenant, même les dépenses, est-ce que madame a la liberté de faire des dépenses? Ou alors, comment est-ce que ça va se faire? Bon, je voudrais qu'une famille nous donne son expérience. Dans certaines familles, bon, je n'ai pas demandé les choses, on dit, bon, il y a un pourcentage, on envoie peut-être 80% ensemble, et puis madame garde peut-être 20%, monsieur garde 20%. Il est libre d'utiliser ces 20%. D'autres vont dire, bon, mais peut-être que dans le budget, puisqu'on va avoir le budget, on dit, bon, peut-être qu'il y a un budget, un certain montant pour les besoins, bien les effets personnels de la femme ou alors de l'homme. Donc, je voudrais qu'une famille nous donne au moins son expérience, pour nous partager son expérience dans ce domaine. Comment est-ce que cela se fait? Ok. Non, on n'a pas une grande expérience. Ce qu'on fait, on a un panier commun, que tout rentre, et puis voilà, chacun a quelque chose qui prend pour s'occuper de ses besoins personnels. Donc dans ce panier-là, on prend pour gérer tout ce qu'on a à gérer, les cartes de crédit, si on a une carte de crédit, puis voilà. Et le compte, chacun le compte. Voilà, chacun son compte, chacun le même compte, chacun va tout, chacun sait tout. Et puis voilà, chacun a quelque chose de personnel qui prend pour gérer ses choses personnelles. C'est comme ça. Une autre expérience? À notre niveau, on avait. Bon, chez nous, l'argent n'a jamais été un souci, vraiment. Parce que de toute façon, quand on se rencontrait, ma femme était encore étudiante et moi, j'avais commencé à travailler, donc je prenais plaisir d'ailleurs à m'occuper d'elle. Pour moi, c'était mon rôle. Voilà. Donc, il n'y avait pas vraiment de difficultés à ce niveau, jusqu'à ce qu'on arrive ici, aux États-Unis, où elle aussi. Mais avant ça, d'ailleurs, elle avait commencé à travailler aussi. Donc, puisque ce n'était pas un problème, quand elle a commencé à travailler, elle a ouvert un compte et elle apportait ce qu'elle pouvait. Mais moi, j'avais des dépenses essentielles comme le loyer, les factures et tout que je prenais en compte. Et je lui ai dit, bon, ben, toi, est-ce que tu pourrais t'occuper de la cuisine? Comme j'aime bien manger, si je te confie ça et que tu as toute la latitude de faire ce que tu peux faire comme mère, moi, ça m'arrange. Donc c'est ce qu'on faisait. Et puis au niveau du transport, puisqu'on n'avait pas de véhicule, donc pour se déplacer, on s'entendait sur le budget qu'on avait voté. Si ça ne suffisait pas, on essayait d'augmenter, mais en tout cas, il n'y avait pas de souci. Et quand on est arrivé ici, on a voulu continuer dans le même sens. Et il faut préciser qu'au pays, c'était un compte joint. Donc, un compte joint, mais c'est le compte d'épargne qui était différent. C'est-à-dire le compte chèque, là, ce que chacun de nous recevait, tout cela allait sur le même compte. Voilà, donc à la fin du mois, mon salaire va sur le même compte. Elle aussi, quand son salaire arrive, c'est viré sur le même compte. C'est pour ça qu'on appelle ça un compte joint. Voilà. Et à côté de cela, on avait donc un compte d'épargne séparé. C'est ce qu'on a continué ici également. Mais je lui ai dit qu'on allait ouvrir un compte d'épargne joint aussi. Et c'est ce qu'on a fait qu'on a appelé compte dépenses. Donc tout ce qu'il y a comme dépenses à faire, et chacun de nous, et c'est elle qui a eu d'ailleurs l'idée, parce qu'on avait eu à participer à une tontine, chacun de son côté, avec des groupes et tout ça, et ça marchait bien. Et on a quitté ce groupe pour faire la tontine à 2. Donc chaque mois, quand quelqu'un perçoit son salaire, il vit le montant de la tontine là sur ce compte de dépenses qu'on a décidé ensemble de mettre sur pied. Et ça marchait jusqu'à présent. Ça continue de marcher par la grâce de Dieu. En fait, quand tu es dans les affaires, surtout ici aux États-Unis,
quand tu veux créer une entreprise, il faut créer une entreprise anonyme. C'est-à-dire que quand on vient une entreprise anonyme, c'est-à-dire que l'entreprise elle-même, là, c'est, si tu veux, c'est une activité ou bien une personne à part qui n'a rien à voir avec toi, qui n'a rien à voir avec tes biens. Parce qu'il y a les différentes formes d'entreprise. Et c'est ce qu'il faut faire. Ne va pas créer une entreprise personnelle. Même quand tu crées les LLC, il faut t'assurer que l'entreprise est différente de toi. Parce que si l'entreprise est anonyme, même si l'entreprise est endettée à coût de milliards, tu n'es pas touché. On saisit l'entreprise. Tu n'es pas touché, même si c'est la communauté de biens que tu as fait. Oui, on saisit l'entreprise, on prend uniquement que les biens de l'entreprise. Moi, ma conception du mariage, je me dis que si j'ai accepté d'être l'épouse d'un homme, je suis venue à des biens. Ces biens sont autant à lui. Donc, si je décide d'être avec lui, je décide aussi de prendre ses dettes. Moi, étant son épouse, si mon mari vient avec des dettes, je vais plutôt m'organiser à l'aider à rembourser ces dettes-là. Le plus tôt serait le mieux. Et puis bon, les biens que j'avais, les biens qu'il avait, en tout cas moi, en tant qu'épouse, Marie-Rose, Amani, je vais mettre tous ces biens-là à la disposition de mon mari. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Ok. Merci. Oui, le français encore. Et moi, personnellement, je pense. Parce que c'est réellement, ça va dépendre de la personne. Ça va dépendre de la personne parce que pour moi, De quelle personne? Que tu as marié là? Non, c'est-à-dire, c'est la personne qui va décider. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire les dettes ou bien les biens avant le mariage, il n'y a pas d'exigence pour moi. À ce point. Donc, le truc, le chien est libre. Parce que c'est après le mariage que réellement l'unité vient. Donc là, ça va dépendre de toi, comme la tante a dit, si réellement tu présentes ta situation, que voilà mon problème. Ok, si la personne décide de t'aider, il va t'aider. Mais ça, là, pour moi, il ne doit pas avoir une exigence. Avant le mariage, chacun avait sa vie. Là, il n'y a pas d'unité. Parce que la Bible même dit que c'est quand le mariage vient qu'on devient un. Voilà. Et il y a même un régime pour ça. C'est quand le mariage vient. Il y a un régime pour ça. C'est moi la question là, oui. Moi, ma vision, c'est ça. Donc, ça dépend de la personne. Il n'y a pas d'exigence. Donc, ça veut dire que pour toi, il fallait dans le mariage. En fait, si c'est toi personnellement qui vas répondre à la question, tu pars dans le mariage. En fait, tu ne veux pas que la personne vienne avec ses dettes. Bon, c'est ça que je dis là. C'est ce que je veux dire là. Voilà, je peux accepter de prendre les dettes comme je ne veux pas accepter de prendre les dettes. Mais il ne doit pas avoir une exigence que ce soit un poids sur la personne. Même si c'est les biens, si c'est les dettes. N'oublie pas qu'étant marié, on a fait la communauté de biens. Par conséquent, l'argent que tu vas utiliser pour payer la dette, c'est l'argent qui doit... C'est ça le problème. Mais c'est ça, j'ai dit. Donc, on s'assoit et puis on parle. Il faut que la personne soit prête. Si la personne n'est pas prête, donc on va voir comment on va faire. Merci de me rejoindre. Non, quand il y a communauté de biens, voilà, comme je l'ai dit, tout vient d'un même panier, mais chacun a une part. Donc c'est ta part là qui va gérer ça. Les deux points bien ensemble. Maintenant, forcément, il y a une partie que chacun doit s'occuper de lui-même, non? Donc, si tu sais que peut-être tu as dette, que tu as ta partie que tu dois prendre pour payer tes vêtements. C'est pour ça que je dis que pendant un an, tu ne paies pas vêtements, toujours tu es dans la même chose. Les questions qu'il faut discuter avant d'aller dans le foyer. C'est important, surtout dette là. Oui, c'est très important. Marie a dit, tu ne prends pas mes dettes, tu ne prends pas mes biens. C'est donnant dans la... Non, tu ne prends pas mes dettes et tu ne me prends pas aussi. Là c'est...
vois là, tu ne vas même pas m'avoir. Parce que si tu m'aimes là, tu vas m'aimer tel que je suis avec ce que j'ai comme difficulté, tu vas m'aimer. Bon, ce qu'il faut dire ici, c'est vraiment important que chaque couple puisse mettre en place un budget. C'est que plusieurs personnes ont des budgets, peut-être d'autres n'ont pas de budget, mais on insiste pour que nous puissions avoir des budgets. Donc, on a ce qu'on a projeté, les dépenses projetées et puis les dépenses réelles. Mais je pense que ce qu'il faut faire pour peut-être réussir facilement, c'est d'avoir une copie blanche. Bon, on avait fait sur l'année. Malheureusement, on a perdu le document, on n'a pas pu récupérer. Mais c'est bien de le faire sur toute l'année. Je ne sais pas si vous pourrez voir. C'est un peu différent de ça. Mais tu fais de janvier en décembre. Ça, c'est la colonne horizontale. Et puis la colonne verticale, tu as les entrées. Tu commences par les entrées, ce que monsieur gagne, ce que madame gagne, et puis autres, c'est-à-dire peut-être autres entrées, autres revenus. Et puis après, vous avez les sorties, c'est-à-dire que toutes les dépenses. Donc dans les sorties, là, vous allez énumérer tout ce qui est sorti possible. Et donc, quand vous le faites, vous avez le mois de janvier, vous savez qu'en nourriture, vous devez dépenser tant pour la maison, tant pour l'électricité, et jusqu'à la fin, vous aurez toutes les dépenses de janvier. Donc ça, c'est le budget. Vous aurez donc pour janvier, février, mars. Et puis, sur la colonne horizontale, vous aurez tout ce que vous aurez à dépenser en nourriture durant toute l'année. Si vous allez au restaurant, il faut avoir une rubrique pour le restaurant. C'est chaque 2 mois, chaque 3 mois. Ce que vous devrez apporter aux parents, ainsi de suite. Maintenant, le même budget, il faut avoir l'autre copie en blanc. C'est-à-dire une copie vierge. Maintenant, les dépenses réelles, ce que vous avez dépensé réellement, si c'est en nourriture, parce que ça c'est le budget, mais ce que vous avez dépensé réellement, il faut aussi mettre ça. Et puis, à la fin du mois, vous comparez. Vous comparez, et ça va aider à pouvoir ajuster le budget. Parce que si vous n'ajustez pas, s'il y a beaucoup de rouge comme ça, les points rouges là, par exemple ici, ils ont mis le total que vous avez projeté, c'est 1203. Et puis, vous avez réellement dépensé 1317. Donc il y a 117 de différence. Donc ces 117 là, il faut chercher à rattraper ça. Il faut chercher dans une rubrique, est-ce qu'il faut faire moins de dépenses dans tel domaine pour pouvoir rattraper ça. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport au budget. Il faut tout faire pour que le budget soit ajusté. C'est vrai qu'on peut avoir de l'argent, mais comme c'est quelque chose qu'on fait fixer, ne disons pas que parce qu'on a de l'argent, donc on va faire des excédents. Il faut chercher plutôt à rester dans le budget qu'on a planifié. Donc voilà ce que je voulais dire. Et pourquoi on est déjà rentré dans les questions, dans les discussions. Est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des apports que vous voulez apporter pour qu'on puisse terminer? Oui, la dernière question là, bon, c'est vrai, on a donné des avis, on n'a pas eu l'avis de l'homme de Dieu, quoi. C'est ça. Parce que c'est ça qui est réellement la conclusion, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc il s'agissait de savoir s'il fallait aller au foyer avec les dettes. Voilà, si les dettes ou bien les biens, comment faire avec. Sinon, tu veux dire quelque chose? Vas-y. Non, vas-y comme ça. Oh, ok, moi je voudrais quand même partager mon expérience. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Mais quand on s'est séparés, la plupart d'entre vous connaissez leur témoignage. On a fait, je crois, 7 ans de séparation. Donc, chacun a évolué de son côté et chacun a acquis des biens. Et
le Seigneur a permis que nous revenions ensemble. On pouvait dire, ok, moi j'ai eu tel bien, lui aussi il a eu tel bien, chacun gère. Mais on a décidé, on a fait comme si c'était maintenant que on venait de se marier et qu'on construisait ces biens. C'est venu tout seul. C'est-à-dire qu'on ne s'est même pas assis même pour dire que, ok, non, chacun a voici ce que j'ai acquis, l'autre a dit ce que j'ai acquis. Et puis naturellement, on a commencé à gérer ensemble. Juste aujourd'hui, c'est chose. Bon, moi, quand j'acquérais mes biens, j'avais les choses en mon nom propre. Mais naturellement, comme je l'ai dit, on avait fait tout au nom, à nom de nous. Voilà. On avait établi des choses. Donc c'est un peu comme ça. Quand l'amour vrai, ça va bien. J'ai une question. S'il vous plaît, bon, quand vous étiez mariés au début, c'était communauté de bien, non? Quand vous êtes séparés, comment ça s'est passé? Bon, enfin, la séparation, c'était, si tu veux, c'était la séparation de corps. Ok. On était séparés. Ok. Mais le divorce avait été aussi prononcé. Voilà, on n'a pas reçu la grosse. grosse. C'est au moment où la grosse devait être sortie que le Seigneur a intervenu. Donc nous sommes allés encore au tribunal. Au tribunal pour annuler voilà, la procédure. Donc, voilà. Donc il n'y a pas eu de décision de c'est ça qui tue les gens ici dans ce pays. Les gens deviennent homeless à cause de ça. Beaucoup. Donc voilà un peu. Alors, donc pour répondre à ta question, moi personnellement je pense que comme nous sommes des chrétiens et que nous voulons nous marier, si on aime la personne, d'abord il faut dire qu'il faut qu'il y ait la franchise. Absolument. Voilà, si tu as des dettes, quand tu te maries, il faut exposer, il ne faut pas cacher. Et si la personne t'aime, ça veut dire qu'elle t'aime avec ce que tu as. Si tu as des enfants, tu dois dire à la personne qu'il y a des enfants. Si tu... Enfin, il ne faut rien cacher. Si tes parents sont pauvres, tu dois dire que mes parents sont pauvres. Oui, parce qu'il connaît quelqu'un qui fait croire, par exemple, à la dame, mes parents sont riches, il n'a pas besoin de choses. Et puis après, on a dans le mariage, il faut maintenant aider la famille, il faut soutenir la famille. Donc, je crois que ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il ne faut rien cacher. Il ne faut pas cacher son identité. Quand on découvre certaines choses après, c'est ce qui pose problème. Mais sinon, si tu épouses quelqu'un que la personne a des dettes, que tu sais que la personne a des dettes, je pense que tu pourras l'aider facilement à payer ces dettes. Oui. Donc voilà ce que moi je pense. Je réponds à... Oui. Donc merci pour votre attention. Merci papa. Merci beaucoup. Qui va soutenir enfin, tout ce qu'on avait à faire ici. Deux petits marchés ensemble sans s'accorder, cela n'est pas possible. Pour marcher ensemble pour pouvoir s'accorder. Amos 33. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien